Bonjour. Tout d'abord, merci de nous donner la parole. Euh, Moi, je m'appelle Eric Lemaire, donc moi, je suis entrepreneur. J'ai un groupe d'une centaine de personnes dans l'informatique avec une dizaine de filiales et une vingtaine d'investissements. Donc, comme vous l'a dit Wilfried, il y a 2 ans, on a organisé une conférence. On a fait ça, enfin, j'ai participé à ça parce que j'ai une de mes filiales qui est un site e-commerce et un quart de leur chiffre d'affaires est consacré à la publicité sur un GAFA dont le nom commence par G. Et donc, ce GAFA, aussi bien intentionné soit-il, il a des changements de politique commerciale, il a des changements de politique tarifaire, il a des changements d'organisation, et donc il fait peser sur la survie même de l'entreprise en question une menace insupportable. D'autre part, il nous envoie tous les mois des factures de 50, 100 000 euros. Il n'y a pas de TVA, ça vient d'un paradis fiscal bien connu. Et non seulement on est totalement dépendant, mais en plus, une bonne partie de leur avantage compétitif sur les gens qui font partie d'Opération Lancelot, c'est justement cet avantage fiscal. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'Opération Lancelot, pour essayer de convaincre un certain nombre d'acteurs du monde de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas que le politique. Nous autres, les entrepreneurs, on est aussi responsables de ce qui est en train de se passer, et il faut qu'on s'investisse, qu'on arrête de cut the corner. Il faut qu'on fasse l'effort d'utiliser des locaux et de nous mettre ensemble. L'État a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, j'ai l'âge où, lorsqu'on crée une entreprise, il fallait s'affilier aux 30 caisses de retraite. Bon, bah ça a été supprimé. Vous nous avez créé la BPI, vous nous avez créé les jeunes entreprises innovantes, vous nous avez créé le CIR. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont été changées, qui font qu'aujourd'hui, il y a un terreau de PME. La question, c'est pourquoi elles ne grandissent pas. Donc on a parmi nos membres quelqu'un qui s'appelle Philippe Caousdian, qui a une boîte de conseil dont le métier est de digitaliser des entreprises. Il a interviewé un certain nombre de grands comptes et des fondateurs de grosses startups pour leur demander pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de GAFA. Alors, il y a eu un certain nombre de réponses classiques, le manque de culture de langue étrangère, les écarts culturels. Dans la réponse qui nous a le plus surpris, c'est qu'en fait, l'Europe n'est pas un marché unique. C'est-à-dire, si vous prenez Criteo, par exemple, quand ils ont dû aller s'installer dans les 27 pays, ils se sont retrouvés face à 27 droits. 27 droits du travail, 27 droits fiscaux, 27 droits juridiques pour créer les sociétés. Ça leur a coûté une fortune, 20, 25, 30% de leur levée de fonds. Ce qui fait que pour acquérir une market dominance, ils ont été obligés de dépenser un quart d'argent en plus que ce qu'aurait fait leur équivalent américain en Amérique. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Et ça, c'est forcément à l'échelon européen. Il faut que l'Europe acquiert son indépendance. Il y a 3 univers. Il y a les États-Unis, la Russie et la Chine qui ont chacun leur GAFA. Et dans le cas de la Russie, on ne peut pas dire qu'économiquement, elle soit plus puissante que nous. C'est absolument pas le cas. Le deuxième sujet qui avait été reporté, qui mérite d'être mentionné ici, en plus de ce qu'on remettra à part, c'est l'aspect marché public. Il est bien évident que dans ces 3 autres ensembles, ça n'existe pas d'avoir plus de 10% de marché attribué hors secteur. Bon, bah, en Europe, ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Ça, c'est le deuxième gros point. Et le troisième gros point, c'est ce que nous, les entrepreneurs, on appelle la vallée de la mort. C'est relativement facile de faire une levée de fonds de 100 000 euros. C'est possible de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros. C'est facile de se vendre pour 50 millions d'euros. Par contre, lever 2 ou 3 millions, c'est extrêmement difficile. On a un de nos membres, Weller, le réseau socio-éthique pour entreprises, qui est dans cette démarche-là. C'est une magnifique entreprise, elle est en croissance, elle est rentable. Ils ont de réelles difficultés à faire ce type d'opération. Il faut qu'on redirige, là ça peut être un sujet français, l'épargne des Français vers les PME de croissance. Vous avez fait aussi un merveilleux travail culturel à l'échelon national. Désormais, l'entrepreneur n'est plus mal vu. Il est très facile pour nous de recruter des gens dans nos structures. Par contre, il y a ce travail-là à faire sur l'épargne. Par contre, nous n'avons pas de culture d'investissement dans les PME. Alors, plan d'épargne entreprise ou cotisation retraite ou que sais-je, il faut essayer de trouver une solution. Qu'est-ce qui va nous arriver si on ne continue pas ? Et marché public, oui. Et qu'est-ce qui va nous arriver si on continue comme ça ? Alors déjà, il y a ce qui nous arrive maintenant. Ce qui nous arrive maintenant, c'est qu'il y a 3 milliards d'euros par mois qui sortent de notre région, qui partent dans un paradis fiscal qui des fois est en Europe, sans donner de nom, mais après ça part tout de suite ailleurs. Si on continue comme ça,
il va nous arriver la même chose dans le secteur des transports, il va nous arriver la même chose dans le secteur de la santé, il va nous arriver la même chose dans le secteur de la culture. Et le résultat, c'est qu'au lieu de voir 3 milliards d'euros partir tous les mois, ça va être 15, 20, 25. Et moi, j'ai des amis entrepreneurs libanais qui aujourd'hui, lorsqu'ils doivent acheter de la matière hors Liban, sont obligés d'aller chercher les dollars au marché noir. Et c'est un cauchemar parce qu'ils ont perdu leur indépendance. Ils n'ont pas une balance commerciale équilibrée et donc, ils ont besoin qu'on les aide. Alors nous, il ne faut pas qu'il y ait besoin qu'on nous aide. Il faut qu'on trouve une solution avant. Et la Russie a réussi à le trouver avec finalement relativement peu de contraintes. C'est pas tout à fait notre culture, mais ils ont réussi à le faire alors qu'ils n'avaient pas la puissance économique des Américains ou des Chinois. Et en plus, ils sont partis plus tard. Donc il y a vraiment quelque chose qui est possible de faire. Ensuite, sur les domaines spécifiques qu'on serait en mesure d'investir, tout d'abord, je voudrais dire qu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Aujourd'hui, dans Lancelot, il y a 2 sociétés. Il y en a une qui s'appelle eCorp, qui développe un système d'exploitation pour téléphone mobile. Ils vendent dans toute l'Europe, avec un partenariat avec Fairphone, en particulier en Allemagne. On a une autre start-up qui s'appelle Hyperpanel, qui développe un système d'exploitation personnel. Les systèmes d'exploitation, c'est là où transite la donnée. C'est ça qu'on veut protéger. On n'a pas perdu, mais pas du tout. Il y a 2 domaines dont je souhaitais vous parler. C'est tout ce qui est l'informatique imprimée. Il y a des magnifiques start-up et même entreprises en Europe qui font ça. Ça nous permettrait d'échapper à l'influence de l'Asie du Sud-Est. Si on imprimait nos propres puces avec des imprimantes 3D, on n'a plus de problème de fondeur, on n'a plus de problème de dépendance à l'Asie. Et le deuxième domaine, c'est l'informatique verte. On a en Europe les meilleurs systèmes de refroidissement par liquide. Alors là, c'est un double gain de souveraineté. Non seulement on achète du matériel en Europe plutôt que de l'acheter à l'extérieur, mais en plus, on consomme beaucoup moins. Aujourd'hui, on a la possibilité de diviser par 10 rapidement l'empreinte écologique de l'informatique bureautique, pour faire court. Ça aurait un impact phénoménal sur notre consommation d'électricité et également notre consommation de matière. Le dernier point que vous aviez soulevé, c'était le point de la sécurité. Il y a 2 choses qu'on souhaitait dire. La première chose, c'est qu'en tant qu'entreprise du numérique, on a plein de clients qui ont une foule d'ennuis avec, par exemple, des ransomware. On a des grosses entreprises qui se sont retrouvées en procédure de sauvegarde parce qu'elles ont subi des attaques informatiques. Le travail qui a été fait au niveau européen sur le RGPD, sur la protection des données, il faut faire le même sur la protection des systèmes. C'est juste, il faut en finir avec la naïveté, y compris dans le secteur privé. Il n'y a pas de raison qu'on perde toutes nos données sous prétexte qu'on n'a pas un firewall ou qu'on a des mots de passe pas terribles ou des choses comme ça. Ça, c'était la première chose sur la sécurité. Et la deuxième chose, c'est que nous autres, entreprises du numérique, on ne peut pas donner d'argent à un parti politique en France. Et c'est très bien comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on sur Internet, on peut financer des idées politiques sans aucun contrôle ? Moi, je ne comprends pas. Donc je pense qu'il faut faire le même travail qui a été fait dans le monde physique. Il faut faire ce travail qui a été fait dans le monde physique, dans le monde numérique. Et il faut tout simplement un minimum d'éthique et mettre les lois qui nous correspondent. Voilà. Ceci clôt mes remarques liminaires et je suis à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir.